Et oui, c'est l'heure de notre débat à 9h06 autour de cette question sondage qu'on vous pose sur nos réseaux Twitter et Facebook depuis 7h du matin. Est-ce que vous comprenez pourquoi certaines professions en contact avec le public échappent au pass sanitaire obligatoire dès demain? Voilà, pourquoi le pass est obligatoire dans les restos, mais pas dans la vente à emporter, ni dans les relais routiers. Pourquoi la vaccination sera bientôt obligatoire pour les soignants, les gendarmes, mais pas pour les policiers, ni les enseignants qui sont pourtant en contact avec le public. Bref, est-ce que vous comprenez tous ces régimes d'exception? Et franchement, vous votez en masse, en tout cas sur Twitter, et vous êtes 74%, une grosse majorité quand même, à ne pas comprendre ces exceptions. On va en débattre tout de suite avec nos différents intervenants. Jean Terlon, vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie-restauration. Bonjour Jean Terlon. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec la conseillère, avec plaisir, la conseillère d'arrondissement LR à Paris, Corinne Tapiero, avec moi en studio. Bonjour Corinne. Bonjour. Avec le sociologue Serge Guérin. Bonjour Serge. Bonjour tout le monde. Bonjour. Avec le journaliste Yoann Gillet. Bonjour Yoann. Bonjour à tous. Oula, vous êtes très fort, vous. On va modérer votre son, mon cher Yoann. Je connais votre verbe en plus. Je vais commencer ce premier tour de table avec vous, Jean Terlon, parce que franchement, franchement, dans le secteur de la restauration, qu'est-ce qu'il y en a quand même des régimes d'exception. Là, je parlais des relais routiers, je parlais de la vente à emporter. Voilà, il n'y aura pas de passe non plus dans la restauration d'entreprise. Ça vous semble logique, cohérent, incohérent? Quel est votre avis à vous, votre position? Rien qu'à l'énoncer, tout est incohérent depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on est stigmatisé comme étant, on dirait que nous sommes l'endroit le plus dangereux du monde en termes de virus, et on a toujours des mesures d'exception avec des infaisabilités ou des complexités. Dans un milieu professionnel qui aujourd'hui est vraiment plus que sous tension pour plein de raisons. Alors quand vous dites on est stigmatisé, quand vous dites on est stigmatisé, c'est-à-dire vous les restaurateurs, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que dès qu'on parle de mesures sur ce problème de virus, oui. C'est vrai que depuis le mois de mars, entre les fermetures violentes, rapides, plus à chaque fois dès qu'on parle de RP, on parle de restaurant systématiquement, parce qu'effectivement c'est le lieu culturel le plus fréquenté, au niveau journalier, au niveau des week-ends, on est bien au-dessus de tous les lieux culturels, donc c'est un lieu de vie dont vous êtes tous pénalisés pour des raisons évidentes, on est d'accord, simplement. Rien n'a jamais été prouvé sur les dangerosités d'un restaurant. On nous a fermés par précaution. On nous a interdit d'exercer par précaution. On nous réouvre avec tout un tas de mesures qui sont louables sûrement, mais en attendant, c'est hyper compliqué. Sans compter les gens qui y travaillaient, qui s'étaient pas rendus compte ils se sont rendus compte plutôt en 7 mois de fermeture qu'ils faisaient peut-être un métier, il fallait peut-être faire autre chose. Oui. Et ça nous tombe dessus. Donc d'un côté, vous allez avoir aujourd'hui l'obligation d'avoir du personnel, comme si le personnel n'était pas un citoyen français qui soit serveur, cuisinier ou dans un autre métier, dans l'obligation, s'il veut vivre comme tout le monde et s'il en a envie, de se vacciner. Comment vous allez faire justement vous demain, et tout ce que vous, est-ce que vous êtes prêt déjà, et tout ce que vous représentez au niveau de la restauration, notamment par rapport à votre personnel qui n'est pas forcément vacciné. Comment vous allez faire demain concrètement? Concrètement, écoutez, on va dire l'équation est extrêmement compliquée. Ouais. Premièrement, si en majorité, a priori, ce que je remonte comme information des professionnels, ils se sont déjà renseignés auprès de leur personnel s'ils avaient un pass sanitaire, parce que ce qu'on oublie là, parce que là on a rajouté un millefeuille avec les salariés en contact avec les personnes, mais ce sont des citoyens. Ils ont à titre personnel, dans une sorte d'obligation, puisqu'on est un peu obligé de se faire vacciner, dans l'obligation d'avoir un pass sanitaire à titre personnel, donc forcément, professionnellement, ils l'auront. Donc rajouter une couche de millefeuille à cette obligation de vaccination pour se protéger à titre personnel. Maintenant, dans une salle de restaurant, aujourd'hui, il va falloir régler l'équation de... Si une personne est totalement réfractaire à la vaccination, donc il lui reste le test PCR, maintenant, ça va lui coûter. Au bout d'un moment, il va se dire, mais qui paye le test PCR? Donc, premier problème.
Deuxièmement, vous avez un manque de personnel incroyable dans la télé-restauration aujourd'hui, donc vous ne pouvez pas vous passer du minimum de personnel que vous avez. Donc vous voyez un peu l'équation extrêmement compliquée qu'on va devoir gérer. Donc je pense que on devrait un peu nous apaiser. Excusez-moi, je vais être vulgaire, on va nous foutre un peu la paix et laissez-nous travailler. On est des gens responsables. Dans les salles de restaurant, on a porté le masque, les serveurs portent le masque, c'est la meilleure précaution, et de se laver les mains. Aujourd'hui, on en est encore à se poser entre ministères de savoir si en cuisine on va porter ou pas le masque. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est? On est à une journée de la mise en place. Jean Talon, on va faire circuler la parole. Hein. On revient bien sûr. Oui, excusez-moi. Oui, je comprends que vous puissiez être agacé. Pour vous, il y a une stigmatisation de certaines professions et notamment des restaurateurs. Je vais faire réagir déjà Corinne Tapiero. Moi, je ne sais pas si on est dans la stigmatisation. En tout cas, je pense qu'on est dans l'approximation la plus totale. Soit on est convaincu que le pass sanitaire est un véritable outil pour lutter contre la propagation de l'épidémie, auquel cas il est nécessaire, obligatoire pour tout le monde et partout, mais on ne peut pas avoir pas de régime d'exception, des demi-mesures. Moi, celle qui me paraît la plus ahurissante encore, et on en a parlé la semaine dernière, les enseignants ne sont pas soumis à un pass sanitaire, mais les élèves vont devoir être vaccinés à partir de l'âge de 12 ans. Il y a trop d'incohérences. Soit c'est pour tout le monde, soit c'est pour personne. Il y a un moment, on ne peut pas sous-tendre un emploi à une vaccination. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on va paupériser la population de plus en plus, on va la fragiliser, et on est dans des secteurs, et monsieur de l'IGMM, Jean Talon le dit très bien, c'est qu'on a quand même dans cette profession qui est pour moi sinistrée, je dirais qu'elle est sinistrée, on a une perte d'employés extrêmement importante. Donc aller trouver du personnel qui soit compétent, ou qui a envie de faire le boulot, et en plus qui soit vacciné, ça risque d'être assez compliqué. Après, les PCR payants, pas payants, moi je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, parce qu'on va nous reparler dans quelques temps du trou de la Sécu, et ça va entraîner un déremboursement de petits médicaments qui étaient bien utiles à beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a vraiment une gestion qui ne va pas du tout. Yoann Gillet. Écoutez, moi, je suis très embêté parce qu'il faudrait connaître les intentions du gouvernement et du président de la République. Mais je me demande une chose. On n'est pas dans leur tête. Mais non, mais voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que les Français se tapent dessus? Parce que si c'est ça le but, c'est réussi. Regardez les policiers, regardez, et c'est pas normal, et les profs, et ça n'est pas possible de gérer l'unité d'un pays comme ça. Mais je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête. J'espère qu'ils ne sont quand même pas dans cette logique-là. Je peux pas imaginer. La présidence de la République, c'est le rassemblement des Français autour de la cause commune d'un même contrat social. Donc je suis très embêté pour ça. Mais en tout cas, moi, il me fait un peu penser à Louis XVI, honnêtement, Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, pas que depuis la crise du Covid. Comment préserver des privilèges d'une classe tout en faisant croire au peuple que son avis y compte? Louis XVI l'avait fait avec les États généraux, mais en espérant quand même que le clergé et la noblesse puissent voter contre le tiers-État pour lever de nouveaux impôts. Finalement, c'est pas passé comme prévu. Lui, Emmanuel Macron, il avait enlevé l'ISF et le reste a suivi, puis après, il a fait croire aux Français que leur avis comptait en organisant le grand débat. Et puis, à chaque fois que ça fonctionne pas, à chaque fois que ça ne marche pas, il fait appel aux forces. Alors, Louis XVI, lui, c'était les gardes suisses. Emmanuel Macron, lui, ce sont les policiers. Je pensais pas qu'on avait parlé de Louis XVI, là. Mais vous savez, un petit peu de profondeur historique, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'Emmanuel... Johan. Comment? L'histoire se finit mal, Johan. Alors, je ne lui souhaite pas qu'elle se finisse comme ça, évidemment, parce que c'est la partie tragique de la Révolution, c'est qu'on est obligé de couper des têtes. Là, il faudrait quand même pas que ça arrive là. Personne ne mérite ça. Napoléon, ça fait du bien. Alors ça, je ne me prononcerai pas là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque fois qu'il y a un échec, parce qu'on connaît mal le peuple, en fait, on en fait appel à la force. Moi, évidemment, je ne peux avoir qu'un soupçon. Alors, je ne peux pas en attester, mais j'ai un soupçon par rapport à la question de la vaccination pour les policiers. Il avait fait la même chose pour les Gilets jaunes, où il avait donné des primes pour qu'ils tiennent bon, pour qu'en fait, en gros, il n'y ait pas de rébellion. Et puis, il sait aussi une chose, Emmanuel Macron. C'est que les dernières études post-présidentielles, elles ont montré qu'il y a plus de 50% des policiers qui ont voté pour Marine Le Pen, et même plus de 60% chez les policiers d'actifs. Et ça, il le sait. Peur d'une fronde, alors. Donc, il y a des mesures politiques ou sanitaires, alors. Voilà. Et le problème, c'est quand la politique se mêle de sanitaire, on n'est pas bien. Cette crise, si elle est bien sûr sanitaire, elle est aussi politique et médiatique. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue si on veut comprendre comment les décisions sont prises. Serge Guérin, on l'a pas encore entendu. Quelque part, à la limite, est-ce que le plus simple n'aurait pas été de rendre obligatoire le pass sanitaire pour toutes les professions en contact avec le public? Question. Ils peuvent pas. On vous redonnera la parole. Pardon, Jean Talon. Allez-y, Serge Guérin. Pas de problème. En vous écoutant, je me disais,
quand il y a une décision qui est prise, une obligation qui est donnée, en fait, où il y a, comme disait Johan, un contrat social qui est suffisamment fort pour que finalement toute la nation se dise on vit un destin commun et donc c'est normal et à la limite, quasiment on ne se pose pas de questions, parce qu'il y a une confiance, parce qu'il y a le sens d'être dans un collectif, ou bien c'est une question d'usage et globalement les gens comprennent pourquoi on le fait, ou bien il y a une capacité d'obliger. C'est-à-dire que globalement, il y a une force de la loi qui est suffisante. Et en vous écoutant, je me disais, le contrat social, malheureusement, il a plus que du plomb dans l'aile et il y a des disparités entre nous, il y a des oppositions, il y a même des tensions avec cette histoire de passe ou de vaccin. Oui, de plus en plus. La compréhension, on voit bien qu'elle n'est pas totale. Il suffit d'entendre les uns et les autres. Et la capacité à admettre la loi, on sait qu'aujourd'hui, on n'en est pas capable. Donc voilà, donc en écoutant tout ça, je me disais, on est quand même dans une situation un petit peu, très, très compliquée, et que donc on n'est pas capable de rendre obligatoire, par exemple, ce pass pour tout le monde. On n'est pas capable, on n'arrive pas à le faire comprendre, les choix qui ont été faits ou pas, qui sont peut-être rationnels, je ne suis pas en capacité de le dire, mais en tout cas, et on n'a malheureusement pas de contrat social suffisamment dynamique pour que tout le monde se rejoigne. Donc on est quand même dans un moment un petit peu lourd pour le pays en global, et cette histoire de vaccination et autres, qui quand même fonctionne plutôt bien. Parce qu'il faut quand même, il y a un certain nombre de gens qui sont dans la rue, mais enfin très majoritairement, les gens se font vacciner. Donc faut pas oublier cela. Mais on voit bien quand même qu'on est dans un moment où finalement on est dans la défiance les uns vis-à-vis des autres. Et cette histoire de vaccination est aussi un symptôme de cette défiance vis-à-vis des décisions du haut. Mais aussi, c'est aussi une défiance horizontale. Les uns les autres, on a peur des uns des autres, ainsi de suite. Et maintenant, en plus, on a la trouille que l'autre nous renvoie le Covid d'une manière ou d'une autre. C'est la peur, le dénominateur commun. De toute façon, le dénominateur commun de ce mandat, c'est la peur. Voilà, c'est la peur, c'est comment est-ce qu'on se méfie les uns des autres, comment est-ce qu'on se sépare, comment est-ce que les anciens sont opposés aux plus jeunes. C'est la fameuse distanciation sociale du début, en fait. C'est exactement ça. Je crois qu'on a aussi derrière toute cette histoire, pas seulement la peur, pas seulement la méconnaissance du peuple, c'est qu'on ne reconnaît au peuple aujourd'hui qu'une capacité à voter, qu'on est dans une période, on rentre en période électorale et qu'il faut donner quelques gages. Alors on va demander aux forces de l'ordre d'agir contre les manifestants pour montrer qu'on a un peu d'autorité. On va imposer un certain nombre de règles partout pour montrer qu'on fait quelque chose. Et au final, on va se retrouver face d'abord à une fracture terrible de cette crise du Covid, parce que quoi qu'en dise Bruno Le Maire, je ne sais pas où il voit la croissance, mais à mon avis, il nous berce d'illusions. Et d'un autre côté, on a aussi une volonté des Français de vivre normalement. Et ça, tant qu'on oubliera, on va oublier que les Français ont besoin de vivre normalement. Et c'est franchement pas en présentant un pass sanitaire toutes les 5 minutes. Jean Terlon. Oui. J'écoutais. Ouais. Comment vous allez faire Jean Terlon, oui. Écoutez, moi je ne comprends pas. Nous avons évidemment un virus planétaire et vous avez des pays européens qui, normalement, l'Union européenne devrait appliquer de la même manière les mesures. Nous, si on compare avec l'Italie, parce qu'on trouve que l'Italie, qui pourtant a été extrêmement touchée par le virus, dans la restauration, ils n'ont pas rendu obligatoire le pass sanitaire en terrasse. Ils l'ont pas rendu obligatoire au bar, au comptoir. Ils l'ont juste rendu obligatoire, ce qui est tout à fait du sens, dans l'intérieur de la salle fermée. Pourquoi on nous a mis en conflit comme ça, alors qu'il suffisait d'appliquer ce que les Italiens ont mis en place? Mais on nous a tout refusé. C'est-à-dire, on a même commencé par vouloir nous punir avec 45 000 € et 1 an de prison, comme si on était des... De toute façon, depuis le mois de mars, on nous tape dessus d'une manière complètement incompréhensible. Et pourtant, ça bouge là dans les centres, comme quoi il y a peut-être aussi des questions de lobbying, ou j'en sais rien moi, mais ça bouge dans les centres commerciaux. Là, il y a de plus en plus de décisions de suspendre justement ce pass. Justice, tout à fait, oui, dans le Haut-Rhin, à Versailles, les Yvelines. Oui. Le pire dans la restauration, c'est l'incompréhension totale, ce sont les routiers. Tant mieux pour les routiers, les restaurants routiers, les relais routiers. Le routier, avec son badge de routier, n'a pas besoin de passe sanitaire. Pourquoi? Je ne sais pas. Par contre, le client lambda qui arrive dans le routier, qui n'est pas routier, lui doit sortir un pass sanitaire. Enfin, vous n'avez pas d'explication? C'est une incohérence complètement absurde. Soit on a tous, là, pour le coup, soit on a tous un pass si on va au restaurant, soit on n'en a pas. Et puis on n'y va pas. Puis voilà. Puis, donc là, on a des trucs un peu bizarres. Qu'est-ce qui fait qu'un routier n'a pas besoin de passe sanitaire? Et c'est pire que d'ailleurs un client lambda, puisque les routiers traversent toute l'Europe.
et donc peuvent transmettre le virus allègrement, si on veut, par les camions, par eux, par ainsi de suite. Dites-moi, vous qui représentez à l'UMI 1 million d'employés dans la restauration, l'hôtellerie, vous avez des échanges, on sait, c'est à l'employeur de vérifier si son personnel est vacciné ou pas, sachant qu'il risque quand même des sanctions, fermeture administrative jusqu'à 7 jours. Oui, bien sûr. Les punitions sont là. Mais entre vous échangez comment chacun vérifie ou vérifie pas ou prend le risque de écoutez, aujourd'hui, par étape de réouverture et de mise en place des terrasses, les passes sanitaires, on a tellement de choses à gérer que effectivement, ça va être encore un truc de plus à gérer. Évidemment, puisqu'il va falloir qu'on gère, mais ça c'est déjà une discussion qu'il y a déjà eu avec le personnel. Oui. C'est pas le souci. Le souci, si on tombe sur du personnel citoyen français qui est réfractaire à la vaccination et au pass sanitaire, et là, on va se retrouver avec quand même des textes de loi au niveau du Code du travail qui sont pas du tout applicables à ce genre de situation. Même s'il y a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, mais à la fin, on va parler de licenciement. Si on va jusqu'au bout du bout de la stupidité, on va y arriver. Sauf que ça, le Code du travail, il ne l'a pas prévu. Et puis, ça risque pas qu'il le prévoie. Donc, on va nous mettre individuellement dans des situations assez ubuesques. Sachant que le pass sera imposé au moins jusqu'au 15 novembre à minima, selon Olivier Véran, qui a déjà pas exclu une prolongation. On ne sait toujours pas combien de temps dure le pass sanitaire et quelle est la durée de validité de ce fameux vaccin, parce que il y a un moment, des gens se sont fait vacciner au mois de février, on va arriver à une année bientôt. Est-ce qu'il sera valide encore un certain temps ou pas? On ne sait pas du tout. Troisième dose, à partir de 60. La troisième dose, c'est la quatrième. Johan Gillet. Oui, écoutez, moi ce que j'entends là, d'abord vous avez vu, on dit eux ils peuvent pas, donc là-dessus je reviens là-dessus, on est en train de se regarder les uns les autres. Et puis moi je trouve que pour un apprenti sorcier qui ne serait pas encore dans la politique ou dans la conquête du pouvoir, mais qui regarderait ça de l'extérieur tranquillement, c'est absolument fabuleux, c'est un magnifique test. On est en train de voir effectivement test de quoi, en fait j'y viens, la capacité que la population peut avoir à s'auto-fliquer. Je trouve ça fabuleux, c'est vraiment génial de pouvoir tester la nature de la discipline entre guillemets des Français. Alors moi la discipline que j'aime bien, c'est quand un peuple effectivement fait nation et se dit tiens, pour se protéger les uns les autres, pour protéger nos anciens, etc., on va faire ce qu'il faut et se vacciner, pas parce qu'il y a quelqu'un qui nous crie dessus qu'on va être puni, mais parce qu'on pense que c'est le cas. Et d'ailleurs beaucoup de Français s'étaient fait vacciner avant même la notion de contrainte. Donc moi je tire mon chapeau à cet esprit républicain qui unit une grande partie des Français. Et puis finalement, quand on voit que ça ne va pas dans ce sens-là, on tape, on caresse, on tape, on caresse, on tape, et ensuite, surtout pour pas faire le sale travail, on demande aux Français de faire entre eux. Je trouve que c'est une vision de la France et de l'unité d'une population qui est absolument délétère. Et pour un apprenti sorcier, c'est génial. Maintenant, il sait ce qu'on peut faire avec une population. Ça, c'est pas bien. En même temps, on n'est pas obligé de s'auto-fliquer soi-même. On a tous notre part de responsabilité aussi. Vous avez tout à fait raison. Ça veut dire donc une résistance. Mais là encore, on n'est pas à égalité parce que ceux qui peuvent payer des amendes les paieront et ceux qui ne le peuvent pas seront obligés de courber la tête. Là encore, une inégalité républicaine, citoyenne et sociale. Ça, ce n'est pas possible. Waouh. Est-ce que, Serge Guérin, vous partagez cette vision-là de ce que nous vivons? C'est un scénario un peu pas catastrophe puisqu'on le vit en même temps, mais cet auto-flicage-là, où le fait qu'on monte les uns contre les autres, certaines professions stigmatisées par rapport à d'autres. Alors, je serais d'abord plus nuancé quand j'entends les mots de résistance et tout ça. Il faut un peu se calmer parce qu'on n'est pas en 1940 et les gens qui descendent dans la rue ne sont pas des héros qui risquent leur vie. Donc, il faut aussi faire très attention à tous les mots qui sortent. La résistance, la dictature, aller en Afghanistan. Donc, à un moment donné, il faut aussi retrouver un peu de nuance. On vit dans une démocratie. La preuve, c'est qu'on peut en discuter, qu'il y a des gens qui peuvent être contre. Et donc, les gens qui se prennent pour des héros parce qu'ils se la jouent résistants, alors qu'ils n'ont aucun risque. Ils ne prennent aucun risque. Et un peu de respect pour ceux qui en ont pris. Il y a aussi un moment, si tu as parlé de résistance, à un moment donné, il faut se calmer avec les mots. On n'en est pas du tout là. On a le droit de pas être d'accord. Non, parler d'autoflicage surtout. J'ai dit de résister à l'autoflicage. Avec les autorisations de sortie, c'était oui, mais ne déformons pas les mots. Les mots ont un sens quand même. Oui, d'accord. Mais résistance, elle peut avoir plusieurs exceptions. Oui, d'accord. Enfin, il y a une notion d'histoire, puisque tu nous l'as joué Louis XVI, moi je vais nous revenir un petit peu plus tard, 1940, c'est pas tout à fait pareil, donc il faut aussi respecter les choses et pas se prendre pour un grand cador alors qu'on prend aucun risque dans sa vie, qu'on a même le droit de parler sur une émission. Donc il faut quand même faire attention à tous les termes. Deuxièmement, moi je m'interroge beaucoup, et j'entendais Jean Calon là, sur l'Italie. Par exemple, en Italie, les enseignants ont l'obligation de se faire vacciner. Et
Ce qui a une certaine logique, puisqu'on se retrouve, je suis prof par ailleurs, on se retrouve face à des étudiants ou face à des jeunes et ainsi de suite. Et ce qui est d'étonnant, c'est qu'en Italie, qui nous ressemble beaucoup, ce pays, un Cocteau disait, les Italiens sont des Français de bonne humeur. Donc on est quand même, on est très très proches. Ouais. Rapidement, oui, Serge. Ce qui m'interroge, ce qui m'interpelle, c'est qu'en Italie, globalement, ça n'a posé aucun problème et tout le monde y est allé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc en France de défiance les uns envers les autres, et là-dessus, je suis complètement d'accord. Il y a une défiance envers les autres. Il reste aussi cette notion de... Il y a aussi une défiance très forte envers les autorités. Et ça, là, il y a vraiment quand même un sujet franc autour de ça. C'est que, d'une certaine manière, on ne s'aime pas entre nous. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Alors, aimons-nous les uns les autres, alors. On va pas terminer comme ça. On ne s'aime pas entre nous. Et si on s'aimait plus, peut-être qu'on serait plus attentif aussi à cette histoire de vaccin, puisque finalement, le vaccin, c'est aussi pour pas abîmer l'autre. Voilà. Et donc, il y a quelque chose. Ça, surtout pour se mocher des choix. Allez, le mot de la fin très rapide à Jean Terlon. Aimons-nous les uns les autres. Et demain, on ira quand même, malgré tout, barrer au resto. Très rapidement, Jean Terlon. Hein? Oui. Eh bien, écoutez, souhaitez-nous bonne chance. Parce que, on vous souhaite bonne chance. Faire ce métier en ce moment, c'est épouvantablement stressant et ça ne va pas s'arranger malheureusement. Maintenant, il n'y a pas que nous. Je m'aperçois que les médecins courent après des médecins dans les cabinets, que les pharmacies, hier, ma pharmacienne me disait « je ne trouve personne ». On dirait que plus personne veut travailler dans ce... Ils ont pris goût finalement au confinement, à rester à la maison, à faire des gâteaux. C'est très sympa, sauf que nous on est là. Non, on sortira. La restauration, bah oui, normalement il faut, comme vous dites, vous voulez toujours rester optimiste. Moi, je veux bien, mais il faut réaliste nous rend pessimistes. C'est ça le problème. Bon, eh ben, écoutez, on va rester sur ces mots-là malgré tout. Mais on vous soutient, voilà, et on ira dans les bars et le resto. Voilà, exactement. Merci Jean Terlon d'avoir été avec nous. Merci à Corinne Tapiro d'avoir été tout cet été intervenant dans ces débats. Merci, c'était le cas également à Yoann Gillet. Merci beaucoup, Yoann. Je vous en prie, résistons à la fainéantise intellectuelle. Voilà ce que ça veut dire. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup. Il est bien celui-là, je le note. Merci beaucoup, Serge Guérin, d'avoir été également tout cet été ensemble. Merci, en vous souhaitant une belle rentrée. Allez, à très bientôt.